Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour décortiquer une personnalité publique, et ce afin de déterminer son fonctionnement à la fois en MBTI et en énéagramme. Donc le but, ça va être de s'appuyer uniquement sur des interventions publiques et de pas aller faire le paparazzi. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la fois au type MBTI et ENTP, et aussi à la base 8 de l'énéagramme. Car si la moitié des ENTP, donc les ENTP c'est 3,5% de la population, ils sont en base 7, l'autre moitié de ces 3,5% de ENTP sont répartis sur d'autres bases énéagrammes comme la base 3, 5, 6, 8, peut-être quelques rares 9. Et il se trouve qu'en France, depuis 3 mois maintenant, il y a un spécimen de NTP en base 8 qui défraie la chronique depuis 3 mois et vous n'avez pas pu ne pas en entendre parler. Il s'agit du professeur Didier Raoult qui dirige l'IHU de Marseille, l'Institut hospitalier universitaire de Marseille. Et qu'on soit pour ou contre la chloroquine, il va nous permettre d'étudier la combo explosive d'une personnalité qui est à la fois ENTP sur le modèle MBTI, mais qui a développé une compulsion égotique, de défense qui correspond à celle de la base 8 pendant sa petite enfance. Alors on va commencer par explorer la base 8 chez Didier Raoult, parce que c'est ce qui est le plus visible. Je pense que personne dans les commentaires me contredira pour dire que le professeur Raoult est autre chose qu'en base 8. Alors petit rappel sur la base 8 énéagramme. Donc il s'agit d'un mécanisme du centre instinctif, donc lié à la colère et à la maîtrise de son environnement. La grande peur de l'individu, ça va être de paraître faible. Et donc une personne en base 8 va chercher à maîtriser son environnement pour ne pas dépendre de l'extérieur. La peur profonde du 8, c'est de paraître faible en société et de perdre le contrôle sur sa destinée. Et de ce fait, les personnes qui sont en base 8, elles ont beaucoup d'énergie pour influer sur leur environnement de manière frontale, directe, et elles souhaitent ne pas dépendre des autres. Et paradoxalement, on va beaucoup les retrouver dans des rôles de leader. Donc ce sont des personnes entières qui sont frontales, qui sont extrêmes dans leur prise de position, qui ont une grande force face à l'adversité, qui sont parfois dans le déni, et qui n'ont pas peur de la confrontation. Ils n'ont pas peur du conflit. Et donc toutes les caractéristiques que je viens de décrire, si vous êtes un peu intéressé à ce qui s'est passé, vous voyez qu'elles sont très présentes chez le professeur Didier Raoult. Donc ces prises de parole sont toujours extrêmes, il y a peu de nuances, et c'est ce que certains de ses adversaires vont lui reprocher. Par exemple, quand il va présenter la chloroquine en mars, plutôt que de garder un peu de réserve et d'annoncer, voilà un traitement qui pourrait nous aider à réduire la mortalité du Covid, lui il va présenter directement ça comme, Covid, fin de partie, on a le traitement. Et ça va lui faire des ennemis. Enfin, je veux dire que ça va lui faire des ennemis, en plus des ennemis qui se seraient faits naturellement pour des raisons de conflit d'intérêts, qui vont avoir du mal, justement, avec ces positions extrêmes avec peu de retenue. Et paradoxalement, ça va aussi avoir l'avantage de motiver, d'entraîner des gens avec lui. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui va détester ce côté on y va à fond, on est sûr de soi, et une autre partie de la population qui va être fascinée par ce côté je suis sûr de moi, et ce que je dis, je le dis à fond. On peut aussi observer le mécanisme du déni de la base 8. Donc pour un 8, s'excuser c'est paraître faible. Et donc s'il fait une erreur, une personne en base 8 ne va pas s'excuser. Tout le monde fait des erreurs. Et là je pense notamment à Raoult qui en début février dit qu'on n'a pas à s'occuper du Covid, que ça touche 5 Chinois et qu'on y accorde beaucoup trop d'importance. Bon, c'était une erreur. Lui, très vite, il s'en est aperçu, 2 semaines plus tard, il bossait à fond sur le Covid, mais il le disait à personne. Mais dans ses nombreuses déclarations publiques, parce qu'il s'exprime beaucoup de manière publique, il n'y a aucun moment où on va l'entendre dire « désolé les gars, je me suis planté ». On ne prendra jamais un 8 à s'excuser publiquement. Parce que s'excuser pour une personne en base 8, c'est quasiment impossible, car cela revient à un aveu de faiblesse de leur part et à exposer leur vulnérabilité. Donc, si un 8 fait une erreur, il va plus en parler, il va passer à autre chose, et il va faire comme s'il ne s'était rien passé. Et cependant, en contrepartie, les 8 ont une grande force de caractère et une grande force face à l'adversité. Et cette force, elle a permis à Didier Raoult de rendre l'IHU indépendant dans sa manière de lutter contre la crise contre le Covid, et de ne pas céder contre les pressions extérieures, lesquelles sont devenues particulièrement fortes, notamment fin mai. Suite à l'étude du Lancet, avant qu'on ne se rende compte que c'était une supercherie, il y avait énormément de reproches sur le traitement à la chloroquine. Mais l'avantage, c'est quand on est une personne en base 8, on est peu soumis aux pressions extérieures. Et donc Raoult, en bon 8, il disait, chez nous ça marche, donc on s'en fout de ce que vous dites, quoi. Et ce caractère en 8 lui a permis de ne pas se démonter face à l'adversité. Donc comme beaucoup de personnes en 8, Raoult est clivant. Où on va l'admirer et le trouver fascinant, ou on va le trouver insupportable et on va le détester. Lui-même, en tant que 8, il va être très tranché dans ses prises de position, et malheur aux étudiants qui vont pas bosser assez à son goût. Comme toutes les personnalités en 8, il se remarque.
C'est dans la compulsion de la base 8 de montrer qu'on est dans la place et qu'on est présent, et là-dessus, en ce qui concerne Raoult, je crois que c'est clair. Et pour finir, bien sûr, avec Raoult, on a la version mentale de la base 8 Ennéagramme. L'ordre des centres, c'est d'abord l'instinctif, le mental en centre de soutien, et l'émotionnel en dernier en centre réprimé. Et donc on a une personnalité qui peut être facilement assez dure avec son entourage et même avec les gens qui l'aiment bien. Ça n'empêche pas d'avoir de puissantes valeurs universelles. Je rappelle que Gandhi est aussi un émotionnel réprimé et que en Ennéagramme, avoir l'émotionnel réprimé, ça veut pas dire qu'on a un grand méchant qui tue tout le monde, c'est plus compliqué que ça. Donc pour ceux qui découvrent l'Ennéagramme, je les renvoie à ma vidéo sur la base 8 de l'Ennéagramme ou à se renseigner sur d'autres sources. Alors maintenant, on va se pencher sur le type MBTI du professeur, et là, c'est un petit peu plus délicat. En fait, c'est plus compliqué tout simplement parce qu'on est habitué que ce genre de caractère très dominant, très masculin, en base 8, on est habitué à le voir chez l'ENTJ et l'ESTJ. Ce sont les types MBTI qui ont le plus de probabilité d'être en base 8, et du coup, dans l'imaginaire collectif, quand on pense 8, on pense ENTJ ou ESTJ dans l'inconscient. Or, on a aussi d'autres types qui sont en base 8, et notamment des types ENFP et ENTP, des intuitifs extravertis, qui vont avoir ce côté très dominant, très alpha de la base 8. Alors chez les ENTJ, ceux auxquels on pense en premier quand on pense à la base 8, on a des personnes qui ont une fonction de décision et d'organisation, la pensée extravertie en fonction dominante. Et ça va être des gens qui sont très organisés et qui vont peu se disperser dans leurs objectifs. Alors que chez les ENTP, on a une fonction dominante qui est une fonction de perception, une fonction d'exploration. Et les ENTP, eux, vont s'intéresser à tout, ils vont fonctionner en association d'idées, ils vont être un peu chaotiques et bordéliques, enfin, ils vont être perçus comme chaotiques par les autres types qui ne sont pas des types NP. Et ce qui me fait pencher fortement pour ENTP en ce qui concerne le professeur Didier Raoult, eh bien, c'est d'avoir visionné et d'avoir écouté des conférences et des interventions de sa part, où il va parler de ses livres, où il va faire des conférences dans son IHU, qui sont antérieures à la crise du Covid. Donc, si vous voulez vraiment voir la personnalité du docteur Raoult, allez écouter des interventions de sa part, qui datent de 2012, 2013, 2014, qui sont antérieures à cet énorme bordel actuel et qui permettent d'être un peu plus neutre pour analyser le personnage. Il y a d'ailleurs une des conférences du professeur Raoult qui s'appelle « L'innovation peut-elle respecter la règle ?» On peut voir son agacement face aux règles et aux procédures, et ça, les types NP se reconnaîtront vu que les 4 types NP du MBTI ont beaucoup de mal avec les règles et les procédures. Ce qui m'a marqué aussi en écoutant différentes interventions du professeur Raoult, c'est la diversité très impressionnante de ses centres d'intérêt. On a vraiment quelqu'un à la fois qui s'intéresse à tout et qui fonctionne en association d'idées, et là, même les INTJ et les ENTJ les plus curieux, je pense notamment à Alexandre Astier en INTJ par exemple, n'ont pas autant de centres d'intérêt. Et en plus de ça, le fonctionnement en association d'idées est très visible à chaque fois qu'il donne un cours ou une conférence, et il va facilement digresser, au risque de perdre les types les plus structurés de son auditoire. Donc, personnellement, je suis partisan du type MBTI-ENTP en ce qui concerne le professeur Raoult, mais si vous le voyez ENTJ, n'hésitez pas à poser vos arguments dans les commentaires, ce sera intéressant pour les lecteurs qui lisent les commentaires d'avoir les deux. Donc, petit rappel des fonctions de l'ENTP. Donc, en fonction dominante, on a NE, donc l'intuition extravertie. Le sujet explore les possibilités et fonctionne en association d'idées. Il est très orienté futur aux dépens de ses perceptions de l'instant présent. En fonction auxiliaire, on a TI, la pensée introvertie. Donc le sujet se construit une rationalité subjective, sa logique peut s'opposer à ce qui est établi dans le monde extérieur. Les utilisateurs de la pensée introvertie privilégient leur fonctionnement de pensée interne à ce qui est communément admis en société. En fonction tertiaire, chez le NTP, on a FE. FE, c'est le sentiment extraverti. Donc cette fonction, c'est une fonction qui cherche l'harmonie du groupe, qui recherche les valeurs permettant de cimenter la communauté. Et chez le professeur Raoult, c'est une fonction tertiaire, donc elle va pas s'exprimer directement, mais la manière dont elle se manifeste chez lui, c'est le fort besoin chez lui d'expliquer à tout le monde les choses qui lui paraissent intéressantes. Il a un côté professeur qui aime beaucoup expliquer les choses, il va faire plein de vidéos ou de livres pour expliquer aux autres ce qui l'intéresse et partager ses centres d'intérêt. Et ce côté-là de sa personnalité, alors ça va être aussi dû à la compulsion de la base 8 qu'on a vu précédemment, qui va être d'occuper le territoire, de montrer qu'on est dans la place, d'occuper le terrain. Mais c'est aussi lié à la fonction tertiaire de l'ENTP qui est le sentiment extraverti, car tous les ENTP, et quelle que soit leur base Ennéagramme, qu'ils soient en 7 ou en 5 ou en 3, eh bien ils vont adorer parler de ce qui les passionne, et si on leur donne le micro pour qu'ils nous parlent de ce qui les passionne, ils sont pas prêts de le rendre. Et enfin, la fonction inférieure de l'ENTP, c'est SI, c'est la sensation introvertie. Donc c'est une fonction qui est captivée par les vibrations que le monde extérieur déclenche en elle, en envoyant des expériences passées. Ici, il s'agit d'une fonction inférieure. Donc chez Raoult, il n'est pas du tout orienté passé, on a vraiment quelqu'un qui est orienté futur. On n'a pas du tout quelqu'un comme, je pense à une personnalité qui a un côté assez intellectuel, c'est
François Asselineau, qui est ESTJ 8 et qui peut faire des conférences très poussées, très structurées, mais on voit qu'il, lui, par contre, il a un rapport au passé, où le passé a autant d'importance que le présent, voire des fois plus. Chez Raoult, on a quelqu'un qui est largement orienté futur, mais qui peut s'inspirer du passé pour en tirer les leçons. Et la sensation introvertie chez Raoult, là où elle va le plus s'exprimer dans ses conférences, c'est qu'il va faire beaucoup d'allusions à des événements de l'histoire en les recontextualisant et en les replaçant dans leur contexte. Bon, néanmoins, on a un ENTP, enfin, je pense que Raoult est un ENTP, donc SI, c'est une fonction qu'il a en fonction inférieure, et j'aimerais beaucoup entendre ses proches sur son organisation au quotidien. Nul doute que sa vie professionnelle, le fait de gérer un IHU, ça lui a permis de devenir un minimum cadré, mais j'imagine que pour les gens qui font l'intendance à côté de lui, et qui le supportent au quotidien, eh ben, il doit paraître comme très chaotique, et très imprévisible. Pour les types qui ne sont pas des types NP, les ENTP sont souvent perçus comme diablement bordéliques et chaotiques au quotidien. Et donc pour toutes ces raisons, je pense que le professeur Raoult est ENTP en base 8. En ce qui concerne les personnalités en base 8 qui sont du type MBTI ENTP, là sous la main, je peux vous proposer Thomas Edison. Je peux vous proposer le YouTuber gaming Sheshune, que je pense être aussi un ENTP en base 8. Et j'ai un personnage fictif qui est un héros de manga bien connu, qui est Edward Elric dans le manga Full Metal Alchemist, qui peut être interprété comme ENTP en base 8 dans sa construction psychologique, en tant que personnage fictif bien entendu. Donc j'ai malheureusement pas de personnage féminin sous la main qui sera à la fois ENTP en base 8, que ce soit un personnage réel ou un personnage fictif. Si vous avez un ENTP en base 8 en tant que femme, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Et pour finir, afin de vous proposer un petit panel de comparaison avec le professeur Raoult, je vais vous proposer des exemples d'individus qui sont des autres types NT, c'est-à-dire INTJ, ENTJ et INTP, et qui sont aussi de la base 8 Ennéagramme. Et ça vous permettra de faire une comparaison si vous souhaitez comparer leurs différences dans la manière de construire la pensée et d'appréhender le monde. Alors pour l'INTJ en base 8, je vous propose de vous intéresser à Elon Musk et à Alexandre Astier. Pour l'ENTJ en base 8, je pense à Simone Veil, celle avec un V, et à Jean-Marc Jancovici, le polytechnicien qui fait des conférences sur le climat. Au niveau de la structure de pensée, vous regardez une conférence de Jean-Marc Jancovici, c'est à peu près le même âge que Raoult, c'est à peu près la même force de caractère et de personnalité vu que les deux sont en 8, mais il va être beaucoup plus structuré, il va beaucoup plus parler de la même chose. Là où Raoult va parler un peu de tout et n'importe quoi à chacune de ses conférences. C'est là qu'on voit vraiment la différence entre la pensée extravertie et l'intuition extravertie. Et pour l'INTP 8, alors là c'est vraiment rigolo parce que j'ai un autre médecin sous la main qui a foutu un énorme bordel dans le monde médical en France il y a 40 ans. Alors il n'y avait pas internet à l'époque donc on s'est moins rendu compte de l'énorme foutoir qu'il avait foutu à l'époque ce médecin-là. Il s'agit du docteur André Guernez. Et franchement si vous voulez comparer l'INTP et le NTP, sachant que les deux sont en base 8, regardez les archives qui concernent le docteur André Guernez et regardez Raoult aujourd'hui. Et c'est vraiment amusant de faire des parallèles entre les deux personnages. Donc le docteur André Guernez pour l'INTP en base 8. Et le docteur Didier Raoult pour l'ENTP en base 8. Et voilà, donc cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a intéressé, que ça vous a plu. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, portez-vous bien. À bientôt.